Bonjour à tous. Au nom du Point, je suis vraiment très heureux de vous présenter cette rencontre avec l'homme qui est régulièrement décrit comme le plus grand écrivain britannique en activité. Il s'appelle Ian McEwan. Bonjour Ian McEwan et bienvenue à Nancy. Merci. Your micro, the mic is here. Merci. First time in Nancy? Première fois. Hey. And what are your impressions about the city? The square? The square is stunning. And I thank Stanislas for... Ah, de micro s'il vous plaît. Oui. Le micro ne fonctionne pas. Le mien fonctionne, donc je peux traduire. Donc oui, la place est incroyable et merci à Stanislas de l'avoir construite. I took a half-hour stroll and I was stunned by the beauty of the center of the town. J'ai fait une promenade d'une demi-heure et j'ai été ébloui par la beauté de cette ville. Alors, Ian McEwan, pour le présenter, alors on n'a pas de son, hein, on a un micro, ah voilà, ça y est. Vous êtes né en Angleterre en 1948, vous avez grandi entre l'Asie et l'Afrique avec un père officier dans l'armée britannique. Vous avez publié votre premier recueil de nouvelles First Love, Last Rites en 1975, ce qui vous a valu le prix Somerset Maugham en 1976. Votre premier roman, Le Jardin de ciment, vous fait accéder au rang de voix très respectée d'une nouvelle génération d'auteurs britanniques, parmi lesquels il y avait un certain Martin Amis. Vous êtes encore ami avec Martin Amis? Bien sûr. Oui. Oui. Vous n'avez pas, vous avez aimé son dernier livre, The Zone of Interest, la zone d'intérêt, qui était un roman satirique et qui se passait à Auschwitz. Il a eu pas mal de critiques, certaines bonnes, certaines un peu trop mordantes. On lui en a voulu. Moi, je l'aimais beaucoup. Ouais, oui. Ouais. Mais moi, je suis son ami. Oui. Voilà. Très loyal. Voilà, très loyal. On le fait en français alors, du coup. Parce que Marguerite she's gonna be frustrated. Non, non. Non. Il deviendra beaucoup plus compliqué, je le sais. Très bien. Alors je continue la présentation. D'abord, vous avez été remarqué par votre univers noir, même pervers, hein, on peut le dire. Vous avez même été surnommé Ian Macabre. C'est toujours. On enlève maintenant ou on garde un peu le. Vous revendiquez toujours le. C'est d'oublier. Voilà. Sauf qu'en Nancy. Sauf à Nancy. Et surtout, on a découvert qu'il y avait bien autre chose que cet aspect noir et pervers. Il y avait beaucoup de thèmes, en effet. Depuis, vous avez publié Expiation. Vous avez publié Sur la plage de Chézil. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est l'histoire d'une nuit de noces entre un garçon et une fille qui ne savent pas comment faire pour coucher ensemble, en fait. C'était ça. C'est parti de quelle idée d'imaginer cette nuit de noces difficile? C'était autobiographique ou... No. It began really with another novel. I was writing another novel, but before this novel could advance, I needed a marriage to collapse in 6 hours. And once I got involved in these 6 hours, I realized this was my novel, and I forgot the rest. That is still to write, the rest of that novel. Marguerite? En fait, ça a commencé avec un autre roman que j'étais en train d'écrire, mais avant de réussir à avancer dans l'écriture de cet autre livre, j'ai eu besoin de faire s'effondrer un mariage en 6 heures de temps. Et une fois que je me suis retrouvée engagée dans ces 6 heures de temps, je me suis rendu compte que mon roman était là et j'ai oublié tout le reste. Alors ensuite, il y a eu aussi Amsterdam, hein, qui vous a valu le Booker Prize en 98, L'Enfant volé, vous avez eu en France le prix Femina. Vous êtes aussi un auteur fêté par le cinéma, on va en parler d'ailleurs, parce que plusieurs de vos films ont été adaptés, notamment Expiation, qui sous le titre Reviens-moi a reçu un Golden Globe Award. Vous me l'avez dit là juste avant, vous venez de sortir d'un épisode cinématographique intense puisque 2 de vos romans viennent d'être présentés. En fait, c'était l'avant-première hier, notamment sur la plage de Chézil. Pendant septembre, il y en aura 3. The Child in Time, le roman de L'Enfant volé. Aussi, c'est un film pour le TV, 24 septembre. Oui, it's a new life for me, but it's also an old life. I began writing screenplays in the 1970s. It always was my parallel existence.
I made a movie which I think nobody saw in France called The Ploughman's Lunch. It was a political movie about Mrs. Thatcher and the Falklands crisis. I made a movie with Macaulay Culkin. Does anybody remember? Ah oui, Maman, j'ai raté l'avion, c'est ça? Oui, Ouais. Home Alone. Yeah. Non, pas celui-là, mais je veux dire, on le connaît à cause de ce film. Yeah. Then in the mid-90s, I began to get tired of the whole thing and drifted back to the novel. But now, some of my best friends are good directors, and I can make really good collaborations with them, partly because they are theatre directors. And they are prepared to really work with a writer. They don't simply regard the writer as a kind of amanuensis, the secretary. And that's been very much the case with the two movies we've just presented in Toronto last night, in fact. I can't quite believe I'm here. The transition is extraordinary. Donc il y a un troisième film adapté de L'Enfant volé qui sortira le 24 septembre à la télévision. C'est une nouvelle vie en quelque sorte, cette vie de cinéma, mais c'est une vie que j'ai eue aussi déjà par le passé. En vrai, dans les années 70, j'ai écrit énormément de scénarios. C'est un peu une existence parallèle que j'ai menée en continu. J'ai écrit des films. J'ai écrit un film qui s'appelait The Ploughman's Lunch, qui n'a sans doute pas été traduit, qui était un film politique sur l'époque Thatcher et sur la crise des Falklands. J'ai aussi écrit un film avec Macaulay Culkin. Et dans le milieu des années 90, je me suis un peu lassée de l'écriture de scénarios et je suis revenue au roman. Et puis aujourd'hui, j'ai des amis qui sont de bons réalisateurs de cinéma avec lesquels on peut avoir des collaborations intéressantes. Donc j'y reviens parce qu'eux aussi, ce sont des gens qui travaillent dans le théâtre et qui ont l'habitude de travailler vraiment avec des écrivains. C'est-à-dire qu'ils ne les considèrent pas comme accessoires, on peut vraiment travailler ensemble. Ça a été le cas sur les deux films qui ont été donc montrés hier soir à Toronto. Qui paraît incroyable. Si je pourrais parler français si vite comme toi, Ouais, voilà. je serais très heureux. Et alors, qu'est-ce qui vous apporte le plus de plaisir? Je ne parle pas d'une fois que le film est fait, mais écrire des scénarios, écrire des romans, ça donne autant de plaisir, écrire des scénarios, que d'écrire des romans? No, the center of my life is to write fiction. A screenplay is not an end in itself. It's more like a recipe stands in the same relation to the finished meal on your plate. It is not the end. A screenplay is just a set of instructions. So what I do enjoy about it is the collaboration. It's such a break from the solitude and dreaming up ghosts. At the same time, of course, you can play God. You don't have to negotiate anything with anyone, so you do have to accept a kind of demotion. You might be the general when you write the novel, but when you write a movie, you are a kind of foot soldier in a very big team of people. So there's a delight too of just the razzmatazz of movie making. I think she will have some okay. difficulties. Poor Marguerite. Ce qui est vraiment au cœur de ma vie, c'est d'écrire de la fiction. En fait, pour moi, les scénarios, c'est pas une fin en soi. C'est un petit peu comme de comparer la recette au plat quand vous le dégustez dans votre assiette. Les scénarios, c'est simplement un ensemble d'instructions. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la collaboration que ça permet. C'est une pause bienvenue par rapport à la vie très solitaire d'un écrivain de roman qui rêve et qui vit au milieu des fantômes. Par contre, quand on écrit de la fiction, on peut jouer à Dieu et on est obligé de rien négocier du tout. En quelque sorte, quand on écrit un roman, on est le chef absolu, le chef de l'armée, alors que quand on écrit un scénario de film, on est un fantassin dans une très grosse équipe. Mais on a tendance à se dire, Ian McEwan, qu'une fois qu'on a écrit un livre, est-ce qu'on a envie de se replonger dedans à travers un scénario? C'est pas un petit peu fastidieux? Ou même par rapport au réalisateur, si l'auteur est là, ça peut être un peu envahissant. Well, most movies don't get made. Okay, you can translate that. Don't get made. Ne sont pas faits. La plupart des films ne sont pas faits. That's right. It's a long, slow process, and at any minute it can all collapse. La plupart des films n'aboutissent pas. C'est un processus assez long.
And for example, it took 8 years to bring On Chesil Beach to the screen, working with different production offices, different directors, till finally, we found the right one. So there's a lot of chance, it's a process of accident, really, that the films finally get made. They're so expensive, even the cheapest ones. So there's always that element of contingency. And again, that doesn't exist for me in the novel. The novel seems robust. If I decide I'm writing a novel, it will get finished and it will get published. But with movies, I've written screenplays that will never see the light of day. And that's true, I think, for most scenarios too. Oui, et puis la deuxième partie de la question aussi. Ouais. Ça a pris, par exemple, pour faire Sur la plage de Chesil, ça a pris 8 ans en fait, pour le porter à l'écran. On a travaillé avec différentes équipes de production, différents réalisateurs, donc beaucoup de films en fait, n'aboutissent pas. Il y a énormément de chance dans ce processus. C'est un processus qui est fait aussi de contingences et de hasard. C'est aussi très cher de faire un film. Ces contingences-là, elles n'existent pas quand on écrit un roman. Quand j'écris un roman, en tout cas moi, je peux décider que ce roman va être achevé, alors que ce n'est pas le cas avec les films. Alors, on avait eu l'occasion d'en parler avec Jonathan Coe, notre écrivain, un collègue aussi, Ian McEwan. Les romanciers sont payés pour écrire des fictions. Est-ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui un peu trop concurrencés par les hommes politiques? Je pense à des gens comme Boris Johnson, comme Nigel Farage, qui ont raconté des fictions merveilleuses, totalement fausses, en disant en plus que c'était pas vrai. Par exemple, que le Royaume-Uni versait 350 millions de livres sterling chaque semaine à l'Union européenne. Les gens, du coup, ont voté non. Ça a été le Brexit. Et ils ont dit, bah non, en fait, c'était faux. Ils ne sont pas en train de concurrencer les écrivains? Well, last year I had dinner with Boris Johnson. We got very drunk. But he more than me, I'd say. And at one point, we were just left alone at the table, and he came and sat next to me, and he asked me what I thought was the most extraordinary question. He said, what do you think of Shakespeare? And, okay, I keep forgetting. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de dîner avec Boris Johnson. On a énormément bu. Je pense qu'il était encore plus saoul que moi. Et à un moment, on s'est retrouvés seul à table. Il est venu s'asseoir à côté de moi et il m'a posé une question extrêmement surprenante. Il m'a demandé « Que penses-tu de Shakespeare ?» So for the next 90 minutes, I had one of the best conversations I've ever had about Shakespeare. It was entirely celebration, talking about all the small things that people forget that we both loved. And I wonder, this charming and intelligent man should stay with literature. He should keep away from forcing our country out of an association with the EU. Et donc, on a passé 90 minutes à discuter de Shakespeare et c'est la meilleure discussion que j'ai jamais eue sur Shakespeare, en fait. Tous les petits détails qu'on aimait tous les deux et que les autres oublient, on a pu discuter de tout ça. Et je pense que quelqu'un d'aussi charmant et d'aussi intelligent devrait s'en tenir à la littérature, en fait, au lieu d'essayer de sortir l'Angleterre de l'Union européenne. Back in 1963, Philip Roth, the great American author who's yet to win the Nobel Prize, wrote a famous essay saying that American reality was so extraordinary that there was now no longer any need for novelists. And I think we are in a new 1963. It would require a Dickens to describe Boris Johnson or Nigel Farage. I don't know who. Maybe Tolstoy would be required for Trump. But reality, and I don't just mean by the year, I mean by the week, is outstripping what any novelist could hope to do. Almost as soon as you think, maybe I should be writing about it, the game begins to change.
En 1963, Philip Roth, le fameux écrivain américain qui n'a pas encore eu le prix Nobel, a écrit un essai assez célèbre pour dire que la réalité américaine était si extraordinaire qu'on n'aurait sans doute bientôt plus besoin de romanciers. Et je pense qu'on est aujourd'hui dans une époque tout à fait similaire. Pour écrire sur Boris Johnson ou sur Nigel Farage, il faudrait un Dickens, et peut-être que pour écrire sur Trump, il faudrait rien de moins qu'un Tolstoï. La réalité dépasse de très loin ce que les écrivains peuvent faire aujourd'hui, et dès qu'on imagine écrire sur un sujet, en fait, le jeu change à nouveau. Un petit mot sur le Brexit, quand même, puisque hier, et puis on parlera évidemment de Dans une coque de noix. Hier, il y a eu des manifestations extrêmement suivies dans le cœur de Londres. Il y avait des gens qui portaient des pancartes en disant « Sauvez-nous, nous sommes sur une île dirigée par des cinglés ». Est-ce que vous maintenez, vous avez eu des paroles très dures contre le résultat du Brexit. D'ailleurs, on vous en a beaucoup voulu, puisque vous avez dit que ces référendums qui étaient proposés au peuple vous faisaient penser au Troisième Reich. Et vous avez dû vous expliquer de ça, parce que, évidemment, les critiques vous ont tombé dessus. Vous maintenez quand même ce côté ridicule du référendum, parce qu'au fond, c'est aussi donner la parole au peuple. Well, I think it's a national tragedy, a catastrophe. I think we're being, it's a bit like a palace coup. Of the 650 members of parliament, there are only 40 who really want a tough kind of Brexit, and yet they are driving us forward. This is essentially, as Guy Verhofstadt said, this is essentially a fight within one political party, the Conservative Party. They have had this struggle within their own party for the last 50 years about Europe. They always tear themselves apart. They've done it many times before, but now they're tearing the country apart. And it's a gross act of self-harm. So sometimes I think if only the French could invade again, as they did in 1066, and rescue us. Avec Guillaume le Conquérant, ouais. Je pense que c'est une tragédie nationale, une catastrophe nationale. C'est en quelque sorte un coup d'État de palais, en fait, parce qu'il y a 650 membres du Parlement, il n'y en a qu'une quarantaine qui veulent vraiment un Brexit sur une ligne dure, et pourtant c'est là qu'ils nous mènent. Et en fait, tout ça, ce n'est jamais qu'une lutte interne à un parti, en fait, le parti des conservateurs, et ça fait 50 ans que ça dure, et qui s'entre-déchire sur la question de l'Union européenne, et aujourd'hui, ils poussent le pays tout entier à s'entre-déchirer sur cette question. C'est extrêmement autodestructeur. Et donc, on n'a plus qu'à souhaiter que les Français nous envahissent à nouveau comme en 1066 et viennent nous sauver. If you have an Irish grandmother, you can get an Irish passport. So everyone I know is looking for an Irish grandmother. Yeah. But really? Yeah. And I've been looking very hard. Both my parents are dead. My mother always told me that her mother was Irish. But I can find no proof. And I've wasted weeks on this question. But you could have do it if you really had. If I have one, I could do it. Yeah. You really? Yes. Anyone with an Irish grandparent can get an Irish passport. Yeah. But you want to? Of course, because sometimes I look at the queues full of Russians and Syrians and people from the Arctic queuing up to get into France, and the EU citizens just stroll through. Soon we'll be in the other queue. And I come to France a lot, so I will find it very painful. But it's more than that. It's much deeper than that. The sense of just being in this extraordinary, for all its faults, I think one of the most remarkable political unions that was ever devised in the history of human politics. For all its faults, I think it is the most extraordinary thing, given all the events of the mid-20th century. And I'm really very, very sad, and I feel I even should apologize that we're leaving.
Et donc, en fait, si vous avez une grand-mère irlandaise, par exemple, eh bien, vous pouvez obtenir un passeport irlandais. Et donc, tous les gens que je connaisse en ce moment sont en train de se chercher une grand-mère irlandaise. C'est mon cas aussi. Moi, mes 2 parents sont morts. Ma mère m'avait toujours dit que sa mère à elle était irlandaise, mais je n'arrive pas à trouver de preuves. Ça fait des semaines que j'essaie. Et vraiment, les gens cherchent parce qu'on peut vraiment obtenir un passeport irlandais. Moi, quand je vois les Russes, les Syriens et tous les gens qui viennent de loin, qui font la queue aux frontières de l'Union européenne, et que les citoyens européens passent comme ça, je me dis bientôt on sera dans l'autre file, et ça m'ennuie beaucoup parce que je viens souvent en France. Et puis c'est évidemment bien plus que ça. C'est quelque chose d'être partie prenante d'une union politique comme celle-là. Elle a énormément de défauts, mais ça reste quand même l'union politique la plus extraordinaire que l'humanité ait jamais connue, surtout quand on voit ce qui s'est passé au milieu du XXe siècle. Donc je suis très triste de ces événements et je crois que je dois même m'en excuser. Dernière question là-dessus, quand même, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent mais c'est le peuple qui s'exprime et c'est bien que le peuple s'exprime sur ces questions? 52% contre 48%. Bah oui, c'est une majorité. Yes, but this needed more than a majority. When you're about to change everything, your constitution, your foreign affairs, your science, your agriculture, your law, every single corner of our public life is transformed. Well, if you go to your local golf club and they want to change their constitution, they will probably insist on a 3/4 majority or 2/3. I mean, I think France's membership of the EU would require a change in your constitution. And that would require 66% of your parliament. So to do this on a first past the post, on a referendum that was legally only in an advisory capacity, I think, and to have won it, the Leavers, the Brexiters, on a series of outrageous lies that have been exposed now, cynical lies, is the most remarkable thing and very, very sad. En fait, je crois qu'on a besoin de plus qu'une majorité quand on veut tout changer comme ça. Là, il s'agit de changer la Constitution, donc ça veut dire changer les affaires étrangères, changer les sciences, l'agriculture, le droit, en fait, changer tous les aspects de la vie publique. Et pour un changement aussi radical, je pense qu'on devrait s'attendre à requérir une majorité des 3/4 ou au moins des 2/3. Je crois que ce serait le cas en France si on devait faire un tel vote. Et je pense que s'appuyer pour une telle décision sur un référendum qui n'a finalement de valeur légale que consultative, et en plus le gagner sur des mensonges aussi cyniques, c'est vraiment extrêmement triste. Et même dans un club de golf, pour changer les règles, on requerrait une majorité plus importante. Alors Ian McEwan, vous êtes extrêmement impliqué dans les problématiques contemporaines. Vous faites d'ailleurs, on peut retrouver sur votre site, il y a des choses sur les livres, et puis il y a un département sciences, par exemple. Il y a beaucoup de choses sur le changement climatique. Vous faites des tables rondes de temps en temps avec des scientifiques. Si vous fréquentez ces scientifiques, ces experts, est-ce que c'est simplement pour trouver la matière de nouveaux livres et avoir les bonnes informations ? Ou est-ce que c'est aussi par civisme? Est-ce que vous pensez qu'au fond, c'est le devoir d'un écrivain, au fond, de s'intéresser à toutes ces choses et de les porter sur le débat public? Est-ce que c'est vraiment le rôle d'un écrivain? For me, it's simply a matter of curiosity. And those of us, when we enter into our 60s, and I'm just about to Brexit my 60s, you might worry about your hair falling out or your knees not working as well as they used to, but the most important thing to worry about is losing your curiosity. Then you are at the beginning of mental death. And so all those instances you talk about being in my novels are simply an aspect of my own restlessness. They are just the things that I'm interested in, and sooner or later they find their way. Often I just can't keep them out. I mean, it's not a sort of effort to go and gather information. This is what I'm thinking about, so this is what goes into the novel.
En fait, c'est tout simplement de la curiosité quand on atteint la soixantaine, dont je suis d'ailleurs en train de sortir, c'est un peu le bon Brexit. On s'inquiète de l'état de son cœur, on s'inquiète de ses genoux qui s'abîment, etc. Mais en fait, le pire de tout, ce serait de perdre la curiosité parce que c'est là que la mort de l'esprit commence. Et donc tous ces éléments-là s'infiltrent forcément dans les romans aussi, dans mon travail de roman, parce que ce sont tout simplement des témoignages de ma curiosité, de ma propre incapacité à tenir en place. Ce sont des choses qui s'imposent et en fait qui, forcément, parce que ce sont les choses qui m'intéressent, vont aussi transparaître dans les livres. Alors on va parler de votre dernier roman qui, me semble-t-il, marque une sorte d'inflexion par rapport à votre travail, dans la mesure où vous donnez à la fois dans une certaine fantaisie, mais aussi dans l'hommage littéraire, puisqu'il s'agit, si je puis dire, de mêler, de reprendre une pièce de Shakespeare, mais qu'on jouerait dans le ventre d'une mère, une future mère. Alors ce livre s'intitule « Dans une coque de noix ». Donc c'est l'histoire d'un fœtus, je ne sais pas si ici certains l'ont lu, qui est encore dans le ventre de sa mère. Et vous avez fait de ce fœtus le témoin et le narrateur d'un complot. Un complot ourdi par deux amants, dont la mère du futur enfant, qui veut tuer le père du futur enfant, l'autre comploteur étant l'amant et le frère du père. Tout le monde suit? Il y a une maison qui est en jeu, une maison et pas un royaume. On reconnaît en effet l'intrigue d'Hamlet. C'est d'abord l'idée d'une reprise de Shakespeare qui vous a donné envie d'écrire cette histoire, ou c'était l'idée d'inventer, ce qui est presque peut-être le fantasme absolu, un narrateur bébé? It had 2 or 3 points of origin, and one of them was very personal. My daughter-in-law, who's called Rosie, was very pregnant with her first baby, and she's a very gifted mathematician, by the way, working in Cambridge on mathematical models of ice sheets in the Antarctic. Anyway, inevitably we were talking about the baby. The baby was due in just 2 weeks' time. And all the time we were talking, I was aware that there was a person. You know, if that person had been born at that moment, it would have been perfectly viable as a person. And I began to just fantasize about this person listening to us. And then it was a very easy move a little later to start thinking of it as a kind of Hamlet, because I was writing a lecture on the invention of the self in literature, with particular reference to Montaigne and to Shakespeare. I mean, I think of Montaigne really as the first writer who regarded the self as a subject, really as a subject, and Hamlet as the first fictional work that really presented us with a real person, not someone who's a virtue or a vice, but a clever existence. I mean, one of the cleverest characters that was ever created, but a particular one. So these two things merged, and very soon I had this very talkative baby who's read everything, heard everything, knows everything, or no, just knows as much as I do, which is not the same thing. En fait, il y a au moins 2 ou 3 points de départ. Il y en a un qui est extrêmement personnel. C'est ma belle-fille Rosie qui était très enceinte à l'époque de son premier enfant. C'est une mathématicienne extrêmement talentueuse à Cambridge. D'ailleurs, elle travaille sur la modélisation de la banquise. Elle devait accoucher 2 semaines plus tard et je me disais à chaque fois, mais en fait si cette petite personne arrivait maintenant, elle serait tout à fait viable et elle serait tout à fait entière, et j'ai commencé à m'imaginer que peut-être cette future personne nous écoutait. Et puis ça a été facile plus tard de faire la transition avec Hamlet, parce que j'étais en train de préparer une conférence sur l'invention du soi en littérature,
avec notamment des références à Montaigne et à Shakespeare. Montaigne qui a été le premier à regarder vraiment l'être comme un sujet, et Shakespeare qui a été le premier à écrire des fictions avec des véritables personnes, c'est-à-dire pas des incarnations d'une vertu ou d'un vice, mais des personnages intelligents avec une existence propre. Et donc les deux points de départ se sont rencontrés, et je me suis retrouvée avec ce bébé extrêmement bavard et qui sait un peu tout sur tout, enfin en tout cas au moins autant que moi j'en sais, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors moi j'avais une autre explication, d'ailleurs je vais vous lire juste quelques lignes, les premières lignes, les premiers mots. Connaissant la perversité légendaire de Ian McEwan, je me suis dit que, évidemment, c'était plutôt la première phrase qui avait déclenché l'écriture de ce roman. La première phrase, c'est en effet « Me voici donc, la tête en bas, dans une femme ». Donc je me suis dit, là on est chez McEwan, c'est ça qui déclenche l'espèce d'histoire totalement folle. Je vous lis quand même, parce que vous allez entendre le ton de Ian McEwan. « Me voici donc, la tête en bas, dans une femme. Les bras patiemment croisés, attendant, et me demandant à l'intérieur de qui je suis, dans quoi je suis embarqué. Mes yeux se ferment avec nostalgie au souvenir de l'époque où je dérivais dans mon enveloppe translucide, où je flottais rêveusement dans la bulle de mes pensées à travers mon océan privé, entre deux sauts périlleux au ralenti, heurtant doucement les limites transparentes de ma réclusion, la membrane révélatrice qui résonnait, tout en les atténuant, des voix de comploteurs unis par un projet ignoble. C'était au temps de ma jeunesse insouciante. Là, entièrement retourné, sans un centimètre à moi, les genoux repliés contre mon ventre, mes pensées comme ma tête sont bien engagées. Je n'ai pas le choix, mon oreille est plaquée jour et nuit contre ces parois sanguinolentes. J'écoute, je prends mentalement des notes, et je suis troublé. Je distingue des confidences funestes sur l'oreiller, et je suis terrifié par ce qui m'attend, par ce à quoi je risque d'être mêlé. Ça, c'est le début de Dans une coque de noix. Est-ce qu'il n'y a quand même pas, chez vous, Ian McEwan, l'envie de tester à chaque fois les limites, la crédulité du lecteur? Parce que un enfant, comment faire d'un enfant, d'un bébé, pas d'un enfant, mais d'un bébé, le narrateur, alors qu'un fœtus ne maîtrise pas le langage humain? Là, il faut faire un pari sur la crédulité du lecteur. You have to tempt the reader to cross the line, and you might as well do it in the first sentence. Then if they want to throw the book across the room, they have wasted no time. Il faut parvenir à tenter le lecteur pour lui faire passer le cap, et donc autant faire ça dès la première phrase, comme ça s'ils veulent balancer le livre à travers la pièce, ils peuvent le faire tout de suite, ils n'auront pas perdu leur temps. Of course, there's a long tradition of fantasy literature which challenges realism. But I like to have it both ways. And the great model for this is the opening of Kafka's Metamorphosis. Gregor Samsa wakes after a night of troubled dreams to find himself transformed into a giant insect. There it is in the first line. That's completely impossible, but we already are curious. But then comes a hinge, and beautifully rendered by Kafka. His legs are waving helplessly in the air, and his main anxiety is that he's going to be late for work. Suddenly we were back in the real and the mundane. And it's a brilliant stroke. So my hope was, first of all, that I could get the reader to cross this line with me and then completely accept this situation. And then we can talk about the real world. We can get back into realism, but from this extraordinary point of view. Il y a une longue tradition évidemment de littérature fantastique qui met la réalité au défi. Moi, la référence pour moi là-dessus, c'est l'ouverture des Métamorphoses de Kafka. Je ne vais pas refaire la phrase exacte parce que je ne connais pas par cœur la traduction française, mais dès la première phrase, on introduit le personnage de Grégoire qui se retrouve transposé dans le corps d'un insecte géant. Et dès la suite de cette phrase, on parle du fait qu'il se retrouve du coup impuissant avec ses jambes, ses pattes qui s'agitent en l'air, et que sa plus grande angoisse, c'est qu'il va se retrouver en retard pour le travail. Donc très vite, on retombe en fait sur le retour au réel, sur la vraie vie. Et mon espoir, en fait, c'est
réussir à embarquer le lecteur, à franchir cette limite, à passer dans le fantastique et à me faire confiance pour ensuite revenir au réel et revenir au véritable sujet. Est-ce que c'était pas quand même, est-ce que vous ne vous êtes pas interrogé sur le fait que ça pouvait être limité comme personnage, parce que un fœtus, sa seule option, c'est de naître, quoi. Enfin, il ne peut pas refuser, quoi. Enfin, il ne peut pas rester dans le ventre de la mère. Donc, vous ne vous êtes pas dit vers quoi je vais. C'est peut-être un petit peu trop prévisible. Well, some babies die. It's not always straightforward. He's going to be born by his own hand. Remember, not all babies deliver themselves. And this one does, as part of a plot to foil an escape from a murder. So, no, there are different ways to be born in this world. But yes, there's always one end, just as there's always one end of a tragedy. En fait, il y a des bébés qui meurent avant de naître, le chemin n'est pas toujours rectiligne, et celui-ci, il va provoquer sa propre naissance, ce qui n'est pas le cas de tous les bébés, il va provoquer sa naissance pour empêcher des meurtriers de s'enfuir. Donc oui, évidemment, il y a toujours, c'est toujours la même fin qui est attendue, mais c'est le cas dans les tragédies aussi, il n'y a qu'une seule façon de terminer une tragédie. One of the pleasures of writing is sometimes you act as your worst enemy, as if you were living in some 18th century drama where your worst enemy throws his glove down on the ground and you have to pick it up and you have to accept the duel. And I set myself a description by a baby of what it was like to be born. Of what it's like to be squeezed down the birth canal and explode into the world. And in fact, I had a resource because I delivered my second son. So at least I've seen it very close up. There was no one else around, so I had to do it. It was one of the most exciting things I've ever done. And he lands on a bath towel, and it's blue. And I try to think, of course I know babies' eyes take a while to form, but to experience color for the first time, the explosion of senses of what blue is, again, is one of those challenges that I think novelists always love to present themselves with. Un des plaisirs qu'on a quand on écrit, c'est qu'on est souvent son propre ennemi, un petit peu comme dans un drame du XVIIIe siècle où ce propre ennemi jette son gant et qu'on est obligé de relever le défi qu'on s'est posé à soi-même en fait et d'accepter le duel. Et là, je me suis imposé à moi-même donc cette description par un bébé de ce que c'est que de naître, une description par un bébé de sa propre naissance, ce que c'est que d'être ainsi compressé dans le canal de la naissance et puis cette arrivée explosive dans le monde. Là, j'avais pour le coup quelques références quand même. J'ai fait naître moi-même, j'ai accouché mon deuxième fils. Donc j'ai eu l'occasion de voir ça de très près parce qu'il n'y avait personne en fait. Donc j'ai bien dû le faire. Ça a été une des expériences les plus extraordinaires de ma vie. Et je me souviens de l'avoir vu poser sur une serviette de toilette bleue et d'avoir pensé, certes, les bébés n'ont pas tout de suite une vision parfaite, mais quand même, cette première expérience de découvrir la couleur, de découvrir ce que c'est que le bleu, ça doit être quelque chose d'incroyable. Et ça, c'est exactement le genre de défi qu'un romancier aime relever. Et c'était dans quelles conditions cet accouchement absolument... On a envie d'en savoir plus. Vous avez tranché le cordon ombilical vous-même, vous connaissiez les gestes à faire? J'ai laissé le corps. Oui. The doctor was arriving in an hour, so there's nothing to do. In fact, in English, to say you deliver the baby is meaningless. It's the mother who delivers the baby. Like a delivery, oui, une livraison, quoi. I just picked... Well, I'm not going to go into details. Est-ce que c'est vrai? Pardon.
Tu veux traduire peut-être. Le médecin est arrivé 1 heure après, donc je n'ai pas eu à faire grand-chose. En fait, c'est un peu absurde de dire qu'on accouche un bébé, parce qu'en fait, c'est vraiment la femme qui accouche. Donc non, je n'ai pas fait grand-chose, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais l'expression anglaise, c'est to deliver a baby. Like a postman. Oui, c'est ça. Oui. Yeah. Ouais, exactement. As if you've done something, whereas you've done nothing. Mais il y a quand même le cordon, quand même, qui est important dans Nutshell, dans le roman. It's not important to cut the cord. So you didn't? It's just in movies that's so important. In westerns, the cord can take care of itself. You just put the baby on the mother's belly and put some warm towels over it and wait for the doctor. That's why I always hesitate over the word deliver. I didn't. Il a gardé he kept his cordon. He kept his cord. How do you say cordon ombilical? Umbilical cord. Yes, so you decided to let him the umbilical. No. Est-ce que c'est vrai que le livre a été pardon. Oui. It stops beating on its own. You've got to go to some biology classes. Voilà. Tiens, on va traduire. Donc je n'ai rien fait de particulier. Effectivement, le mot en anglais, j'ai du mal à l'utiliser parce qu'il évoque vraiment le facteur qui vient livrer, délivrer. En tout cas, il n'y a pas grand-chose à faire en vrai. Il suffit de poser le bébé sur le ventre, de mettre des serviettes chaudes et d'attendre tout simplement le médecin. Et il n'y a rien à faire au sujet du cordon ombilical. Ça, c'est dans les films. Et il faut revoir ses cours de biologie. Le cordon arrête de battre tout seul. Promise. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu une lecture pro-vie les anti-avortements, en fait, se sont servis de In a Nutshell pour faire leur propagande? No. What happened is, as soon as I went to the States to do interviews, the first question is this a pro-life novel? And I always made the same stupid, evasive reply. All novels are pro-life. Terrible to relate that. Non, en fait, c'est quand je vais, à chaque fois que je vais aux États-Unis pour répondre à des interviews sur ce roman-là, la première question qu'on me pose, c'est est-ce que c'est un roman anti-avortement, en anglais pro-life, pour la vie? Et j'ai toujours cette même façon d'éluder la question un peu stupide. Je réponds que tous les romans sont pour la vie. Alors, c'est un livre extrêmement drôle. J'aurais voulu, vous verrez, page 64, une description où l'enfant fait une dégustation de vin à travers l'utérus, en fait, de sa mère. Et par exemple, il a des connaissances en vin absolument précises. Je cite quand même. Après un blanc qui transperce, le pinot noir et la main caressante d'une mère. Ah, être en vie tant qu'un tel cépage existe. Une fleur, un bouquet de paix et de raison. Personne ne semble vouloir lire l'étiquette à voix haute. Je suis obligé de deviner et je me hasarde à identifier un échezeau grand cru. Enfoncez-moi dans la tempe le pénis de Claude, Claude c'est l'amant, ou, moins angoissant, le canon d'un pistolet, pour que je donne le nom du domaine et je citerai la Romanée Conti, rien que pour le cassis épicé et la cerise noire. Là, effectivement, vous éprouvez totalement la crédulité. Il faut que le lecteur fasse le pari de vous croire, car comment un fœtus peut avoir ces connaissances énologiques absolument sidérantes? Et je me dis, Ian McEwan, on est quand même dans une époque où on le constate, même d'ailleurs dans cette rentrée littéraire, en tout cas pour les Français, les romanciers semblent de moins en moins aller dans l'imagination. Ils prennent souvent des faits divers ou des personnages historiques. Est-ce que vous avez encore la foi dans la fiction, dans une époque où on se dit non, en fait les lecteurs ils veulent du vrai, ils veulent du réel, ils veulent de l'historique, ils veulent du prouvé. Vous nous inventez un fœtus qui est meilleur que Jacques Dupont, le grand spécialiste vin du Point. Yeah, I'm aware. I think the same thing is happening in Britain. More and more novels are written in the first person. More and more novels are written very close to the heart of the author. What can you say of that? It's either done brilliantly or not. I mean, if it's done brilliantly, then we excuse it. All that matters is writing well. But historical subjects. On the other hand, I do like the writer sometimes to play God, to be in the third person, to make declarative statements about the world.
and to take responsibility for his or her style. By which I mean, in the first person, you can excuse style because it's all to do with the character. If they speak dull French, that's because perhaps they're a dull French person. And the same in English. So I think we mustn't lose hold of the brilliant first steps with the glorious form of the novel, Don Quixote or Tristram Shandy. All those pages of Proust that I had to translate when I was a schoolboy that used to be the hardest intellectual thing I've ever done in my life, except for learning the calculus. Proust and the calculus were the hardest things I ever achieved. We mustn't let go of those, I think. It would be a great shame if we just did the fictional equivalent of taking selfies. Selfies. C'est les selfies. Peut-être on traduit... Je crois que c'est la même chose en Grande-Bretagne. On a aussi de plus en plus de romans qui sont écrits à la première personne et qui sont vraiment collés au plus près à l'âme de l'auteur qui les produit. Quand c'est brillamment fait, très bien, on peut l'excuser. Parfois, c'est pas toujours brillamment fait, mais ce qui compte, c'est d'écrire bien. Mais c'est vrai que j'aime aussi les écrivains qui jouent à Dieu, qui s'expriment à la troisième personne, qui vont aussi du coup faire des déclarations sur l'état du monde, exprimer des opinions et aussi prendre la responsabilité réellement de leur style, parce que le style d'écriture, quand on écrit à la première personne, il est forcément lié à la personnalité de celui qui écrit. Donc par exemple, un livre écrit dans un français ou un anglais un peu plat, si le personnage, la personnalité est un peu plate, c'est excusable. Mais je pense qu'on ne devrait pas, en tout cas, oublier et se détacher des premières grandes réalisations de la fiction et du roman, comme Don Quichotte ou Tristram Shandy, ou Proust, dont j'ai traduit des pages quand j'étais à l'école, ce qui a été probablement ce que j'ai eu de plus difficile à apprendre avec le calcul. Je trouve qu'on ne devrait pas, en tout cas, réduire la littérature à l'équivalent en fiction d'un selfie. C'est vrai que l'un des phénomènes mondiaux aujourd'hui dans la littérature mondiale, c'est le succès d'un journal de plus de 3000 pages, même plus que 3000 pages maintenant, c'est Karl Nosgard, voilà, qui est vraiment... Et je me demandais, ma question, je vais la préciser, on a l'impression quand même d'un énorme besoin de réalité en fait chez les lecteurs. Et est-ce que vous pensez que le bon vieux roman peut tenir le coup, peut-être tu peux traduire un peu plus la question, face à ce besoin de réel? The old novel. Le bon vieux, comment tu dis, le bon So vieux. in our lifetime, we've had an extraordinary passage of success in this in the second half of the 20th century in the United States, where they had learnt, a number of writers had learnt all the lessons of modernism, yet they still felt they had a duty, and I'm borrowing some words now from Saul Bellows' novel Herzog, to say, you know, this is a man, this is a woman in a city, in a century, in the condition of modernity. What is it like to be here, to be now, under this particular dispensation, under this machinery of power? And we almost always need, I think, when we are talking about presenting the novel, contesting the now, we always have to be addressing power in some relationship or another. So I'm thinking of writers like Saul Bellow, John Updike, Tom Pynchon. That generation is now almost all dead, except for Philip Roth. And they rose to this challenge beautifully, I think. While a lot of Europe was still dabbling with rather the dead end of existentialism, what I would call staring at the wall novels, after Beckett, or English writing in Great Britain was still very provincial, still very domestic, still rather dull social realism. I think that generation of Americans showed us how we could deal with the political dispensation of power now.
Je pense dans nos vies là, récentes, dans la deuxième moitié du XXe siècle notamment, on a vu une génération d'écrivains extrêmement intéressants aux États-Unis qui à la fois a tiré toutes les leçons du modernisme, mais qui a vraiment livré des personnages qui étaient ancrés dans une ville, dans un territoire, dans une époque moderne, dans des conditions, et qui vraiment développé ces circonstances particulières, et notamment les systèmes de pouvoir auxquels les personnages étaient confrontés. Je pense à des gens comme Saul Bellows, comme Thomas Pynchon ou John Updike, et qui ont vraiment montré comment le roman pouvait contester le pouvoir, pouvait s'ancrer dans une réalité et la critiquer. C'est une génération dont la plupart des représentants sont partis aujourd'hui, à part Philip Roth, qui a relevé ce défi de façon vraiment très impressionnante, alors qu'en Europe, on est resté relativement coincé dans une sorte de cul-de-sac de l'existentialisme, ce que j'appelle des romans qui ont tendance à contempler les murs, un peu post-Beckett, très provincial aussi dans le cas du roman anglais, une sorte de réalisme social un peu plat, alors que cette génération d'écrivains américains, elle, a montré justement comment on pouvait relever ce défi et faire du roman quelque chose d'éminemment politique aussi. Vous avez parlé tout à l'heure du style, Ian McEwan, et c'est vrai que votre style oscille entre des longues phrases très mélodiques, très précises, où il y a beaucoup d'éléments qui caractérisent les personnages, les sensations, et parfois des sentences extrêmement brèves, percutantes. Est-ce que vous écrivez vos livres d'aujourd'hui comme les premiers, ou est-ce que vous avez l'impression de vous être bonifié avec l'âge, puisqu'on parlait de vin? Well, it's a very hard question to answer. I leave it to others as to whether I'm improving or not. That's not for me to say. But in terms of style and the business of writing the page that will give me satisfaction, the method, as it were, day on day, I'm one of those writers who goes on his hands and knees. I work very, very slowly. I think of word processing as a great blessing because it allows for fluid and constant revision rather than discrete drafts. I'm always tidying up just behind me as I go along. And setting and finding the style for each given novel is the hard bit for me. Every novel teaches you only how to write this novel. It doesn't help you with the next novel. You become an expert in this novel. By the time you're 3/4 of the way through, you've learned how to do it. But it won't help you with the next one. So each novel then begins to feel like your first novel, as if all the rest is forgotten and is of no use to you, because this is a new subject and it requires new techniques. And only when you've written maybe 85,000 words will you know how to do it. So experience is not a value in literature? Maybe somewhere further back it is, but each novel has to force you to do new work, which is why I think my own subject matters shift all the time. In a way, it's a search for the style as well as the subject matter. Je laisse à d'autres le soin de dire si je me bonifie, mais en tout cas, en ce qui concerne les questions de style, la façon dont je travaille, la méthode au quotidien, je suis quelqu'un qui travaille extrêmement lentement, j'y vais à tâtons, je reviens énormément sur ce que je fais. Et trouver le style qui va être le bon pour chaque roman, c'est vraiment la partie la plus difficile en fait. Chaque roman vous apprend comment écrire celui-là, mais pas comment écrire les suivants. Ils sont chacun différents et à la fin de l'écriture d'un roman, on est expert de ce roman-là, mais le prochain sera à nouveau comme écrire un tout premier livre en fait. Tout ce que vous avez appris vous sera inutile quand on passe au livre suivant parce que ça va être un nouveau sujet, donc ça va être des nouvelles techniques. Et c'est seulement quand j'ai écrit peut-être 85 000 mots que je commence à savoir un peu où est-ce que je vais aller. L'expérience aide sans doute un petit peu au début, mais en fait, chaque roman doit vous forcer à faire quelque chose de complètement nouveau, que ce soit en termes de sujet ou en termes de style. Est-ce que vous connaissez le plaisir d'écrire? Est-ce qu'il y a chez vous un plaisir d'écrire et comment vous le décririez?
Absolutely. You should never be fooled by writers who come in front of audiences and tell you that their lives are one long pain. I describe it as the best life imaginable in many ways. And in terms of the writing pleasures, they are usually to do with surprise, of discovering something at 11 o'clock in the morning that you never would have thought of at 9 o'clock, that you would have it. And it could be just a line, it could be a new character, a turn of phrase, or a sentence that you wrote yesterday but now has come to life. But those are definite pleasures. The major pleasure is something that I think we have in every realm of our experience and activity. It is when you hit a kind of dream space where you forget you exist. The words are just going down on the page. You don't feel anything. You don't feel good about it. You don't feel bad about it. You are the thing itself. Now, you can have that cooking a meal. You could have it playing a game of tennis. You could have it climbing a mountain. I think you could even have it washing the dishes if you were a real genius. But being lost, this happens to me maybe once or twice in a year, when I look up and 2 hours have gone by and I remember who I am and where I am and how old I am and all the rest of my biography comes back. And it's only in retrospect that you get the pleasure. But that is true happiness to me. And various writers have tried to describe it. They've used words like flow and so on. We don't really have a word for this kind of happiness that is selfless, total absorption. And you can get it sometimes working with other people in a team, usually trying to do something difficult. Achieving something difficult with other people is also another way of having this completely mesmerizing, selfless experience. And writing can deliver that, but not very often, for me anyway. Donc absolument, vous ne devriez jamais croire les écrivains qui viennent devant un public raconter que leur vie est une longue série d'épreuves. Moi, je pense que j'ai une vie parmi les plus heureuses possibles. Le plaisir en fait d'écriture, il est notamment lié à la surprise, au fait de découvrir quelque chose à 11h du matin qu'on ignorait à 9h. Ça peut être une phrase, un personnage, quelque chose qu'on a écrit la veille et qui d'un seul coup prend vie. Et le plus grand plaisir, je crois que c'est quelque chose qu'on peut connaître dans tous les domaines, dans toutes les activités humaines. En fait, c'est quand on atteint une sorte d'état presque de rêve où on oublie complètement son existence propre, où les mots se couchent d'eux-mêmes sur la page, on oublie un peu où on en est et ça se fait tout seul. C'est un état très particulier qu'on peut, je crois, atteindre aussi quand on cuisine, quand on fait de l'alpinisme ou même, pourquoi pas, en faisant la vaisselle. Mais ce genre de moment, ça n'arrive vraiment que 2 ou 3 fois dans l'année, ce moment où il y a 2 heures qui passent et puis on a tout oublié et c'est seulement au bout de 2 heures que tout revient, l'âge qu'on a, les autres éléments de votre vie, de votre biographie. Et le plaisir, il est vraiment rétrospectif. Beaucoup d'écrivains ont essayé de décrire cet état-là, je crois qu'il n'y a pas vraiment de mots pour ça. C'est vraiment une façon de s'oublier complètement, d'être complètement absorbé dans ce qu'on est en train de faire. Et quelque chose qu'on peut ressentir d'ailleurs aussi quand on travaille en équipe, quand on relève un défi difficile en équipe, on peut ressentir ce genre de choses. Une expérience qui arrive aux écrivains, mais pas si souvent que ça. Et vous qui avez beaucoup écrit sur le sexe, est-ce que vous diriez que you wrote a lot about sex, so can you compare the fact of the type of pleasure you have by writing to the pleasure we can have by having sex? Le plaisir est-il comparable? Oui, voilà, en gros, c'est vrai, il a écrit énormément sur le sexe, il écrit très très bien les scènes de sexe, Ian McEwan. Well, if that were true, everybody would be a novelist, and there'd be no people left on Earth. No, it's... John Updike has a nice phrase, and I think he's one of the greatest describers of the actual physicality and of writing sex. He talks of it as this brief entry into hyperreality. And yes, I mean, so in that respect, you know, you can just be
lifted out of your daily life and you forget your circumstances. But that has an experiential, sensual quality which writing, thank goodness, writing does not have, because we'd never revise, would we? It would always be first drafts. Si c'était vrai que le plaisir sexuel est aussi équivalent au plaisir d'écrire, tout le monde serait écrivain et il n'y aurait plus personne sur Terre. John Updike a une phrase fantastique, d'ailleurs c'est un des meilleurs écrivains pour décrire le sexe, il est très bon là-dessus. Il parle de brefs moments où on pénètre dans l'hyper-réalité. C'est une façon en fait d'oublier le contexte dans lequel on se trouve et de sortir du quotidien. Mais il y a quand même une dimension expérientielle qui est très différente de l'écriture. Heureusement, en matière de sexe, il n'y a pas de relecture, il n'y a pas de révision, on est toujours sur le premier jet, le premier brouillon. Pour terminer, belle traduction, merci Marguerite. Quand vous regardez vos quand vous regardez vos débuts, Ian McEwan, vos débuts, vos années hippie en Afghanistan, la bande que vous formiez avec Julian Barnes, avec Christopher Hitchens qui nous a quittés, avec Martin Amis, est-ce que vous pensez que quelque chose a changé quand même dans la littérature pour les écrivains? Je cite Jonathan Coe qui disait: je ne sais pas comment peuvent s'en sortir les jeunes auteurs d'aujourd'hui. À notre époque, nous étions fréquemment invités à la télévision, nous faisions la une des magazines, tout cela est passé de mode, la littérature n'est plus considérée comme quelque chose de capital. Bon, sauf à Nancy, évidemment. Même, et c'est Jonathan Coe qui parle, même John le Carré pourrait marcher dans les rues de Londres sans craindre d'être dérangé. Est-ce que vous ressentez aussi, comme Jonathan Coe, cette dépréciation finalement de la littérature dans le champ social en fait? I remain an optimist about this, partly, and it's less to do with writers and more to do with the form. I don't think we have an artistic form, we haven't invented one yet, which can compete with the particular gifts that the literary novel offers. And at the center of that gift parcel is the means of describing what it's like to be someone else, to render consciousness and the flow of thought and the nature of emotion. You cannot get it in movies or the theater. You cannot get it from paintings or sculpture. You get hints of the interior life, of course you do, but to live within someone's flow of thought and the constraints of their personalities and that personality rubbing up against a social world cannot be done in any other way. So despite all the constraints that you mentioned there are more and more events like these around the world. It's almost as if it's the citizens' revolt against the internet. People want carbon-based contact with the art of writing. And it's been an extraordinary development over the last 30 years. There is not a village on the planet that does not have a literary festival, it sometimes seems. And you can find yourself on a wet Wednesday morning in the borders of England and Wales in a tent with 2,000 people who want to talk about books. It hasn't stopped, it goes on. And you walk into a bookshop today, the fiction table is the one that's piled. No one can stop, I mean maybe someone should stop all these novels pouring out at us. The chances of, I mean last year in Britain, I think 11,000 novels were published. It's terrifying. So this hunger goes on because we haven't found another form. The immersion, long series TV things, which I adore, but do not actually press the buttons that the novel can.
Je reste plutôt optimiste à ce sujet-là. Je pense d'ailleurs que ça n'a rien à voir avec les écrivains, ça a plus à voir avec la forme en fait. On n'a pas encore inventé de forme, de genre qui puisse concurrencer ce que nous offre la littérature. Ce qui est vraiment au cœur de la littérature et du roman, c'est la capacité à décrire ce que c'est que d'être quelqu'un d'autre, à faire l'expérience du flux de pensée, d'émotions, celle de la conscience vraiment. Le cinéma, le théâtre, la peinture, la sculpture ne peut pas offrir ça. Elle peut donner des aperçus, des éléments sur la vie intérieure d'une personnalité, mais faire vivre cette vie de l'intérieur, faire vivre les contraintes qu'un personnage peut rencontrer, la façon dont cette vie qu'il mène va se frotter aux vies d'autres gens. Il n'y a que la littérature en fait qui est comme forme qui permet de montrer ça. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'événements comme celui-ci dans le monde depuis ces 20 dernières années. C'est un peu comme si les citoyens se révoltaient contre Internet, faisaient leur révolution. Il y a besoin d'un contact réel avec l'acte d'écriture. Il n'y a pas un village dans le monde qui n'ait son festival de littérature, même un mercredi matin tout pluvieux, quelque part au fin fond de l'Angleterre, à la frontière du Pays de Galles, vous pouvez trouver des villages de 2000 personnes dans lesquels il y a des gens qui ont envie de parler de livres. Et les librairies sont pleines de romans, les tables dédiées à la fiction débordent. D'ailleurs, c'en est presque effrayant. Il y a 11 000 romans qui ont été publiés l'année dernière en Grande-Bretagne. Personne ne semble réussir à tarir ce flot. Mais c'est vraiment parce que cette forme permet des choses qu'aucune autre forme qu'on ait inventée actuellement peut faire. Thank you, Ian McEwan. Thank you. And thank you to Marguerite Capel. Pour prolonger ce contact charnel avec Ian McEwan, vous pouvez le retrouver à sa table de dédicace. Je crois que vous allez dédicacer. You will sign your books, huh? Okay, it's just here. Okay, thank you very much.